Bonjour à tous. Alors, plus j'avance dans cette série, plus je me rends compte à quel point le tarot n'est pas seulement un jeu avec de jolies images, c'est une sorte de miroir culturel qui bouge d'un siècle à l'autre. C'est pour ça que je prends le temps de comparer le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith, pas pour décider lequel est meilleur, mais pour comprendre comment un même archétype se transforme selon les époques, les croyances, les enjeux symboliques. Aujourd'hui, on s'attaque au cinquième arcane, celui que tout le monde croit connaître, le pape ou le hiérophante dans le système Rider-Waite-Smith. C'est une carte qui parle d'autorité spirituelle, de transmission, de règles, mais aussi de tout ce que ça peut provoquer en nous, entre adhésion, méfiance et besoin d'un cadre. Alors, on va commencer doucement en regardant d'où vient cette figure, parce que comprendre comment le pape du tarot s'est construit à travers les siècles, ça aide énormément à lire ce qu'il raconte vraiment, au-delà de nos réactions instinctives. Quand on replonge dans l'histoire du tarot avec Isabelle Nadolny, une chose saute aux yeux. Le pape du tarot n'est pas un portrait fidèle d'un pape historique, mais plutôt une synthèse symbolique. Le terme lui-même vient du latin papa, le père, devenu le titre exclusif de l'évêque de Rome au VIe siècle. À la fin du Moyen Âge, pour l'Europe chrétienne, le pape incarne l'autorité spirituelle absolue, en parallèle du pouvoir temporel représenté par l'empereur. L'iconographie du tarot de Marseille met en scène un pontife barbu, coiffé d'une tiare à 2 ou 3 couronnes. Ce détail n'est pas anodin. La tiare multiple symbolise un pouvoir qui agit sur plusieurs plans. Et la barbe renvoie à l'idée de sagesse, de maturité, parfois même de vertu. Une convention visuelle qu'on retrouve aussi dans les représentations de Dieu le Père. Inutile de chercher le pape exact que cette carte représenterait. Les papes ont alterné entre période rasée et période barbue, ce qui rend toute datation précise hasardeuse. La carte fonctionne avant tout comme un symbole, pas comme un portrait. Le geste de bénédiction est lui très codifié. 2 doigts levés, les autres repliés, le geste réservé au souverain pontife lorsqu'il bénit Urbi et Orbi à Rome et au monde. C'est l'un des éléments qui ancre immédiatement cette figure dans une dimension universelle. Et puis, il y a l'audace discrète des tarots protestants. La figure papale étant trop connotée, on la remplace par Jupiter ou Bacchus, histoire de garder l'idée d'autorité et de bienveillance sans se fâcher avec la théologie locale. Bon, voilà pour les grandes lignes historiques. Le pape du tarot, c'est d'abord une figure d'autorité spirituelle façonnée par des siècles d'iconographie religieuse, mais jamais prisonnière d'un seul pape réel. Maintenant qu'on a posé tout ce contexte historique, on va revenir à la carte elle-même. Et comme toujours dans cette série, on va commencer par le tarot de Marseille dans la version, ça ne change pas, Camouin Jodorowsky. Et c'est vraiment en observant chaque détail, les couleurs, les gestes, les attributs, qu'on comprend comment cette figure du pape se construit symboliquement. Donc avant de parler interprétation, on va simplement regarder la carte telle qu'elle est, factuellement, sans rien lui prêter qu'elle ne montre pas. C'est la base de toute lecture solide. Allez, on va passer à la description. Et soit dit en passant, si vous lisez les cartes pour vous ou pour quelqu'un d'autre, c'est la première chose à faire lorsque vous vous sentez bloqué devant une carte et sa signification. Simplement décrivez-la et vous allez voir que vous allez avoir des choses qui arrivent, des significations qui arrivent, des intuitions qui arrivent. Allez, on se retrouve tout de suite avec la carte du tarot de Marseille. Réel. Voici la carte du pape dans la version Camouin Jodorowsky. Alors le personnage est assis en position frontale, il porte une tiare à 3 étages ornée de petits cercles jaunes. De chaque côté de sa tête, on voit ses cheveux attachés en 2 mèches symétriques. Son visage est encadré d'une barbe longue et grise,
et son regard se tourne légèrement vers la droite. Il est enveloppé dans un manteau rouge bordé de jaune. Sous ce manteau, on distingue un vêtement bleu et un pan de tissu vert au niveau du col. Un médaillon vert cerclé de jaune attire l'attention. Sa main droite est levée devant lui dans le geste de bénédiction avec l'index et le majeur dressés. Sur le dos de cette main apparaît une petite croix noire. Sa main gauche tient un long bâton jaune qui présente une courte section rouge juste avant la triple croix jaune qui le surmonte. Derrière lui, 2 colonnes bleues se dressent, chacune coiffée d'un chapiteau rouge. Ces colonnes sont reliées par un arceau rouge. L'espace entre elles est rempli de hachures verticales bleues. En bas de la carte, de chaque côté du pape, se trouvent 2 personnages inclinés vers lui. Ils portent tous les deux un couvre-chef circulaire traversé de hachures noires avec un petit cercle rouge au centre. Leurs vêtements sont multicolores, mêlant du bleu, du vert, du rouge et du jaune. On aperçoit 3 mains au total, dont l'attribution reste ambiguë. La carte ne permet pas de déterminer clairement à qui elles appartiennent ni vers où elles se tendent. Il n'y a pas de sol visible. En haut, le cartouche porte le chiffre romain 5 et en bas le titre, le pape. Le pape porte donc le numéro 5, un chiffre de dépassement. Après la stabilité du 4, il ouvre un axe vertical, un lien entre la terre et le ciel. C'est pour ça qu'on le considère comme un médiateur, un pont. Il reçoit d'en haut et transmet en bas. Ce qui circule à travers lui n'est pas sa propre parole, mais une parole qu'il recueille et qu'il transmet. Et ce qu'il transmet n'a rien à voir avec l'enseignement intérieur de la papesse. La papesse représente ce qui est secret, intime, logé dans l'inconscient. L'enseignement ésotérique, celui que chacun doit découvrir par lui-même. Le pape, lui, représente l'enseignement exotérique. Ce que l'on peut dire, ce que l'on peut expliquer, ce que l'on peut partager. Il incarne la sagesse collective, la tradition, les repères moraux que l'on peut transmettre ouvertement. Là où la papesse dit « le mystère est en toi », le pape dit « le sacré appartient à tous ». Dans sa dimension la plus constructive, c'est le guide, le maître, celui qui indique une direction. Même son trône, vous voyez, raconte quelque chose. Son dossier évoque une échelle, une montée graduelle du corps vers l'esprit. Sa crosse à 3 traverses renvoie à cette idée de progression intérieure. Maîtriser la matière, les désirs, les émotions et atteindre une cohérence intellectuelle. Chris Adar ajoute que ces 3 niveaux correspondent au plan terrestre, au plan astral et au plan divin. Le pape circule entre ces plans, mais il en fixe aussi les limites. C'est lui qui définit où commence et où finit la fonction de chacun. Sa tiare à plusieurs étages renvoie au même principe d'élévation. Pour Yoav ben Dov, le fait qu'elle n'en présente que 2 est un signe d'ancienneté. Avant le XIVe siècle, la tiare était effectivement double. De même, la barbe renvoie à une période où les papes étaient encore barbus. Le tarot conserve donc une iconographie ancrée dans une époque antérieure. Et dans les lectures symboliques, on y voit surtout la représentation de différents plans de lettres, tous unifiés dans un point supérieur. Au niveau de la gorge, le médaillon vert, un point dans un cercle, représente un centre intérieur rassemblé, un lieu depuis lequel se transmet l'enseignement. Il peut même être vu comme le symbole de l'être individuel animé par son principe essentiel. Les mains, toutes 2 marquées d'une croix, racontent la même dynamique. La main gauche, bleu ciel, reçoit. Elle symbolise une réceptivité rigoureuse, gantée parce qu'on ne touche pas la connaissance divine directement. La main droite, couleur chair, donne. Elle bénit. Elle transmet, elle guérit, elle absout. Le geste des 2 doigts levés unit l'intellect et le cœur. Et pour Yoav ben Dov, le gant couleur chair indique qu'il est difficile de distinguer la personne du pape de l'institution qu'il représente.
Il incarne un système de valeurs autant qu'un individu. Même la coiffure et la barbe expriment cette double tension entre pureté, autorité et parole reçue. Le blanc renvoie à la clarté, le rouge à l'action, et le bleu autour de la bouche a une parole qui n'appartient pas au pape, mais qui traverse le pape. Il reste toujours une part d'indicible et de mystère. En bas de la carte, pour la première fois dans la série décimale, le personnage n'est pas seul. 2 disciples apparaissent. Chez Jodorowsky et Marianne Costa, l'un représente la voix sèche, l'étude, l'effort, et l'autre la voix humide, comme il l'appelle, l'intuition, la révélation. Chris Hadar offre une lecture complémentaire. Le disciple de gauche, agenouillé, main jointe, reçoit par l'écoute intérieure, et son chapeau de cardinal symbolise la grâce accordée. Le disciple de droite, assis, main ouverte, reçoit par l'enseignement extérieur, l'explication, la pédagogie, la démarche institutionnelle. Yoav Ben-Dov, lui, souligne un point important. Les 2 disciples ne reçoivent pas le même traitement. Le pape dirige clairement son attention vers celui de droite et semble ignorer celui de gauche. La carte peut donc représenter un choix, une préférence, légitime ou non. Cela peut aller d'un conseil spécialisé pertinent jusqu'à une forme d'inégalité, de favoritisme ou même de discrimination. Yoav Ben-Dov note aussi un détail troublant. Sous la main levée du disciple de droite, une forme bleu clair peut évoquer un couteau dissimulé, suggérant qu'un favori peut trahir. Et oui, la notion de guidance n'est jamais neutre. Dans sa dimension lumineuse, le pape protège, le pape conseille, le pape oriente. Il peut représenter l'enseignant, le père, le guide, l'expert, le thérapeute, l'avocat, le conseiller spirituel ou moral. Yoav Ben-Dov insiste sur sa dimension institutionnelle. Le pape peut représenter n'importe quelle structure qui détient un savoir ou un pouvoir légitime. École, université, hôpital, tribunal, administration. C'est la parole du cadre, de l'institution et du système de valeurs. Mais chaque qualité peut se dégrader. Le guide peut devenir dogmatique, le maître peut devenir autoritaire, l'enseignant peut imposer sa vérité comme si elle était absolue. Chris Hadar insiste sur les risques d'intolérance, de rigidité, de jugement moral. Yoav Ben-Dov rappelle que le pape peut aussi représenter une personne qui adhère aveuglément à un système, un bureaucrate zélé ou quelqu'un qui confond ses préjugés avec la loi divine, la science ou la morale. Psychologiquement, l'arcane décrit une personne de conviction, éthique, structurée, fiable, mais parfois rigide, intolérante ou enfermée dans sa vérité. Dans une lecture, le pape peut symboliser un conseil à suivre, une figure d'autorité, une démarche institutionnelle, un apprentissage, une validation officielle, un cadre légal. À l'endroit, il protège et éclaire. À l'envers, il abandonne, condamne ou signale un retard, un échec dans une formation ou une démarche officielle. Après la papesse qui accumule la connaissance, l'impératrice qui l'exprime et l'empereur qui l'organise, le pape apporte un idéal. Il ouvre un chemin, une verticalité, une direction intérieure. Mais il rappelle aussi que toute transmission passe par un cadre, un système, un filtre, et qu'il faut toujours garder un œil sur la nature réelle de celui qui transmet. On a maintenant fait le tour du pape dans la tradition du tarot de Marseille, une figure qui est profondément ancrée dans l'iconographie catholique avec la tiare, la bénédiction, la crosse pontificale, les disciples, tout y est. Et on va passer à l'autre grande tradition du tarot, celle du Rider-Waite, et cette image va changer, pas complètement, mais un petit peu. Et l'auteur Yoav Ben-Dov le rappelle très bien, les membres protestants de la Golden Dawn ne voulaient pas d'une référence directe au pape catholique. Ils ont donc abandonné le nom pape et choisi un autre titre, le hiérophante. C'est celui qui révèle les choses sacrées.
Et ce changement n'est pas seulement esthétique, il va déplacer la symbolique. On va passer de l'institution religieuse à une figure initiatique issue des mystères antiques. Alors on va regarder ça de plus près, on va quitter le pontife du tarot de Marseille pour entrer dans l'univers du hiérophante du Rider-Waite avec sa manière propre d'incarner la tradition, l'enseignement et la transmission. Le personnage est assis de face sur un grand trône gris, massif, encadré par 2 colonnes verticales. Il porte une tiare dorée à 3 étages, très ouvragée. Son visage est calme, sérieux, tourné droit vers nous. Sa robe liturgique est d'un rouge profond, très ample, et recouvre presque toute la partie inférieure de l'image. Au centre, une longue étole blanche descend depuis son cou, presque jusqu'au sol, marquée par 3 croix noires disposées l'une au-dessus de l'autre. Ses mains sont couleur chair, il ne porte pas de gants. La main droite est levée dans un geste de bénédiction avec l'index et le majeur tendus. Et dans sa main gauche, il tient un long sceptre doré terminé par une triple croix. Devant lui, 2 acolytes sont agenouillés, ou debout d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas le corps entièrement, vu de dos. Le sommet de leur tête est rasé, on distingue nettement la tonsure des moines. Leurs vêtements sont ornés de jaune, de blanc, de noir. Et à leurs pieds, 2 grandes clés dorées sont croisées sur un tapis rouge décoré de motifs géométriques noirs. Enfin, en haut de la carte apparaît le chiffre romain 5 et en bas le titre The Hierophant, donc le hiérophante. Dans le Rider-Waite, le hiérophante reprend la structure d'autorité que l'on connaissait dans le tarot de Marseille, mais la déplace dans un univers initiatique. Nous ne sommes plus devant un pape catholique, puis d'ailleurs la carte ne s'appelle plus le pape, mais devant une figure qui se situe à l'intersection du religieux, du rituel et de l'enseignement traditionnel. Il est assis entre 2 colonnes massives, grises et sans ornement, ou très peu. Rachel Pollack souligne que ce gris n'est pas neutre. C'est un gris terne, un gris de pierre, un gris qui protège mais qui n'ouvre pas. Contrairement à la papesse, aucun voile ne masque l'entrée du sanctuaire. Pourtant, l'espace derrière lui reste fermé. On peut entrer ici, mais on n'entre pas dans le mystère, on entre dans la doctrine. Le domaine des vérités intérieures, celui de la papesse, reste inaccessible. Les clés du hiérophante ne peuvent pas ouvrir son livre. La tiare à 3 étages qu'il porte n'est plus la tiare historique du pape. C'est une architecture spirituelle. Rachel Pollack la relie aux triades religieuses, psychologiques ou métaphysiques. La Trinité, les 3 niveaux du psychisme ou encore les 3 lignes du tarot lui-même. Chez Bene-Belwen, cette triple couronne représente le sacré institutionnalisé. La connaissance enseignée, codifiée, validée par un groupe. À travers elle, le hiérophante se présente comme un intermédiaire entre ciel et terre, non pas dans le sens d'une révélation mystique, mais dans celui d'une pédagogie sacrée. Il dit « Voici comment on enseigne la sagesse ». Le sceptre à triple traverse prolonge cette verticalité. La triple croix évoque à la fois la Trinité et chez Bene-Belwen l'autorité qui vient du divin, celle qui légitime la norme, la tradition, les règles. La main droite levée en bénédiction donne une direction. Le chemin vers le sacré passe ici par une forme, par un cadre, par une structure. À ses pieds, les 2 clés croisées sont centrales. Pour Rachel Pollack, dans certaines versions du tarot, l'une est en or et l'autre en argent, pour représenter le chemin extérieur et le chemin intérieur, le soleil et la lune, le magicien et la papesse. Mais dans le Rider-Waite traditionnel, les 2 clés sont dorées. La voie lunaire, la voie intérieure, la voie du mystère est délibérément invisible. Ce que le hiérophante enseigne, c'est l'orthodoxie, le cadre, la voie extérieure, celle qui protège, qui sécurise, mais qui ne va rien dévoiler du monde intérieur. Les 2 acolytes devant lui incarnent cette même idée de passage par un ordre. Rachel Pollack souligne qu'il s'agisse d'un catéchisme ou d'un rituel initiatique, on entre dans un système de croyance. Les 2 figures, agenouillées, attendent d'être admises dans la doctrine.
Chez Béné-Belwen, cette scène peut aussi évoquer la pression à se conformer. Pour appartenir au groupe, on doit cacher ce qui en nous diverge. Béné-Belwen parle même de dissimulation, de vérité retenue, parfois avec de bonnes intentions, mais toujours avec des conséquences négatives. Sous la tiare et le sceptre, il y a aussi l'idée que l'autorité peut parfois imposer, filtrer ou masquer. Et c'est précisément là que Mary Greer ajoute une nuance essentielle. Pour elle, le hiérophante est aussi le gardien des « il faut » et des « je dois », toutes les obligations morales et sociales que nous intégrons en grandissant. Là où Rachel Pollack met l'accent sur la tradition et la structure, Mary Greer rappelle que cette structure forme notre conscience. Le hiérophante est l'enseignant, le professeur, le conseiller, celui qui nous apprend ce qui se fait. Les règles, les tabous, les commandements, les normes. Il est le représentant des institutions, école, église, tribunal, hôpital, administration, toutes ces formes organisées où une connaissance collective est transmise, supervisée et codifiée. Mary Greer va plus loin. À travers lui, les processus obscurs deviennent compréhensibles. C'est le moment où un savoir complexe, un rituel ou un système théorique se transforme en quelque chose de transmissible, de praticable. Mais cette accessibilité a un prix. Elle s'accompagne parfois de rigidité, voire de dogmatisme. Pour certains, le hiérophante est un mentor bienveillant, pour d'autres, un garant rigide du statu quo. Rachel Pollack va plus loin encore. Le motif du grand personnage dominant de plus petit se répète dans tout le tarot. Le hiérophante est la première apparition d'une triade, une structure qui reviendra dans l'amoureux, le chariot, puis se résoudra dans le jugement et le monde. Cette triade est un schéma fondamental, tenir ensemble des opposés, les maintenir en équilibre sans les résoudre. Le hiérophante n'unifie pas les contraires, il les organise. Il donne un cadre où les contradictions de la vie trouvent une forme, une grille de lecture, mais pas une résolution. Dans cette perspective, le hiérophante est le représentant de la tradition intellectuelle d'un peuple, d'une culture, d'une époque. Il symbolise l'éducation reçue, les doctrines collectives. Pour Béné-Belwen, il peut être une école, une institution, un hôpital, un tribunal, tout espace où la connaissance est structurée et codifiée et transmise par un groupe. Pour Mary Greer, il est aussi l'enseignant intérieur, celui qui nous fait intérioriser ces codes au point qu'ils deviennent notre conscience morale. L'empereur gouverne les règles extérieures, le hiérophante gouverne la manière dont nous y adhérons. Mais toutes les trois, Rachel Pollack, Béné-Belwen et Mary Greer, s'accordent sur un point, l'autorité de cette carte peut illuminer ou aveugler. Elle peut offrir un cadre solide, une éducation structurante, et elle peut aussi devenir dogme, rigidité, conformité forcée ou obéissance aveugle. Enfin, Rachel Pollack rappelle que le hiérophante évolue avec les âges. Dans l'imaginaire de l'initiation, cette carte change d'essence à chaque grand cycle historique. La doctrine se transforme, mais le besoin humain de trouver un sens à travers une tradition demeure. Dans une lecture, le hiérophante représente l'appel à un cadre, à une structure, à une tradition. C'est la carte de l'enseignement formel, du conseil avisé, de la guidance transmise par quelqu'un qui détient une expertise. Un professeur, un thérapeute, un prêtre, un mentor, un médecin, un juriste ou toute autre forme d'autorité intellectuelle ou spirituelle. Elle peut indiquer qu'on cherche à comprendre comment faire les choses correctement, à s'inscrire dans une démarche éprouvée ou à rejoindre un groupe, une institution, une communauté. C'est aussi la carte des normes intérieures. Ce que l'on doit faire, ce que l'on croit devoir respecter, ce que l'on a appris comme étant juste. Elle peut révéler un attachement fort à la tradition, à la règle ou à une vision très structurée du bien et du mal. Parfois, elle signale la présence d'une pression sociale, familiale ou professionnelle à se conformer. À l'endroit, le hiérophante apporte un conseil sûr, un soutien solide, un apprentissage utile. Il peut évoquer un rituel, une cérémonie, un engagement, un mariage, une initiation, un vote, un examen, un passage institutionnel.
Il invite à écouter un guide ou à devenir soi-même celui qui transmet. À l'envers, la carte met en lumière la rupture avec la norme, le besoin de s'affranchir d'un cadre devenu trop étroit, le refus d'un dogme, la remise en question d'une autorité. Elle peut indiquer une rébellion salutaire ou un éloignement nécessaire, mais aussi un risque de perdre ses repères ou de rejeter toute structure au point de se disperser. C'est l'iconoclaste, l'atypique, celui qui dévie volontairement du chemin balisé pour trouver le sien. Maintenant qu'on a posé les bases du hiérophante dans le Rider-Waite, on peut revenir à la grande question qui traverse toute cette série. Qu'est-ce qui rapproche vraiment ces deux figures et surtout qu'est-ce qui les oppose? Le pape du Marseille et le hiérophante du Rider-Waite appartiennent à la même lignée symbolique, mais ils ne racontent pas tout à fait la même histoire parce que l'un s'inscrit dans une image héritée du catholicisme avec toute sa charge rituelle et hiérarchique, et l'autre réinterprète cet archétype à travers la vision ésotérique de la Golden Dawn et la démarche plus pédagogique de Waite. Donc on va voir comment ces deux cartes, qui se ressemblent presque trait pour trait quand même, à part le nom, incarnent en réalité deux conceptions du sacré, deux façons de transmettre, deux manières d'être un guide. Donc le pape du tarot de Marseille et le hiérophante du Rider-Waite semblent au premier regard appartenir à la même famille, un maître assis, deux disciples agenouillés, en tout cas dans une position basse, un geste de bénédiction, une crosse, une tiare, une scène d'enseignement. Donc on pourrait croire à une simple variation culturelle, mais dès qu'on s'attarde un peu, les deux cartes s'éloignent dans ce qu'elles suggèrent et dans la manière dont elles conçoivent l'acte de transmettre. Le pape du tarot de Marseille est un personnage qui se situe entre le spirituel et l'humain, dans une démarche d'unité. Sa fonction est de faire circuler l'énergie entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, entre le maître et le monde. Son rôle est de recevoir, de transmettre. L'accent est mis sur la verticalité intérieure, sur la transformation psychique, sur le passage initiatique vécu dans le corps. Tout dans son iconographie parle d'une élévation qui part du centre, du fermoir vert, du bleu réceptif, de la tiare qui culmine dans un point d'unité, et même ses acolytes représentent des voies intérieures. On l'a vu, la voie sèche, la voie humide, l'effort ou l'illumination. Le pape enseigne autant par sa présence que par ses paroles. C'est un pont vivant, un médiateur incarné. Le hiérophante du Rider-Waite, lui, s'inscrit dans une logique un peu différente. La transmission ne part plus de l'expérience intérieure, elle part d'une doctrine. On voit qu'il n'ouvre pas tant les portes du mystère que celles de l'institution. Ici, la parole sacrée devient une structure, un cadre, un savoir qu'on apprend, qu'on codifie, et ces colonnes grises encadrent un espace normatif au lieu de protéger un secret, comme dans la Grande Prêtresse. Les deux clés dorées ne révèlent pas les polarités du monde, elles effacent la dimension lunaire et gardent seulement la voie solaire, c'est-à-dire la voie du connu, du maîtrisable. Le hiérophante nous demande d'apprendre comment une tradition conçoit le divin et comment l'honorer. On va plutôt parler du pape du tarot de Marseille comme un initiateur, alors que le hiérophante du Rider-Waite est un pédagogue. Le premier va privilégier le mouvement intérieur, il va relier les plans, incarner la présence sacrée dans le monde, et il va ouvrir un espace dans lequel chacun peut trouver son propre accès à l'unité. Et le hiérophante du Rider-Waite va privilégier l'ordre collectif. Il va transmettre une vision du sacré qui appartient à un groupe et dans laquelle l'individu trouve une place en apprenant le langage de cette tradition. Dans le tarot de Marseille, la vérité passe par le corps, par l'expérience, par la transformation, alors que dans le Rider, elle va plutôt passer par l'apprentissage, par l'intégration et par la conformité à un enseignement. Donc c'est peut-être là la différence la plus profonde, plutôt que dans juste le changement de nom. Le pape du Marseille va nous dire « va vers toi-même », alors que le hiérophante du Rider-Waite nous dit « apprends ce que le monde a déjà compris ». Bon, malgré tout,
Et ces deux cartes se tiennent la main puisqu'elles parlent toutes les deux de guidance, de sagesse, de transmission, mais simplement l'une va plutôt parler de révélation intérieure, elle fait circuler le sacré, alors que l'autre parle plutôt d'éducation extérieure. Donc ce sont deux façons de chercher un sens, deux manières d'être reliés, deux chemins pour grandir. Pour compléter cette exploration, on va élargir encore un peu le regard, puisque vous savez qu'il y a évidemment d'autres tarots qui vont réinventer complètement cette figure, qui vont la déplacer, qui vont l'assouplir, qui vont même complètement la transformer, changer de nom encore une fois. Donc on va regarder quelques représentations différentes qui éclairent autrement ce rôle de guide, de maître ou de passeur. Dans le tarot de la forêt enchantée que je vous présente à chaque fois, la carte du pape devient l'ancêtre et c'est tout l'archétype qui bascule. On quitte l'univers des institutions, des bénédictions codifiées et des transmissions doctrinales pour entrer dans quelque chose de plus ancien. Et ici, la figure du guide n'est plus un prêtre, c'est un être à la fois humain et animal. Le personnage a un corps humain, mais son visage est celui d'un cerf. L'ambiguïté est volontaire parce que l'ancêtre n'appartient pas entièrement à notre monde. Il se situe à l'intersection de l'humain, de l'animal et de l'esprit de la nature. Ce n'est pas un maître spirituel qui enseigne une doctrine comme le pape ou le hiérophante. Ici, ça va plutôt être un éclaireur qui réveille une mémoire. Dans sa main droite, il tient un tambour orné d'un triskel, ce symbole celte formé de 3 spirales. Le triskel est un signe très ancien qu'on retrouve dès le néolithique, notamment à Newgrange, et qui représente les cycles de la vie, de la mort, de la renaissance, de la terre, de la mer, du ciel, un mouvement perpétuel et une continuité. Ici, il prend tout son sens, puisque l'ancêtre se tient précisément à un seuil au moment où l'hiver se défait et où le printemps commence à respirer. Le triskel devient alors un appel primitif, un battement qui réveille quelque chose en nous. Il transmet un rythme, une vibration, une mémoire ancienne. Et il ne le fait pas de façon verbale, mais plutôt physique et intuitive. Le paysage ici est enneigé, silencieux, figé, mais à l'horizon, une nouvelle lune se lève. C'est l'aube d'Imbolc, le 1er février, ce moment précis de l'année où la nature dort encore, mais où la vie, sous la glace, recommence à circuler. Le livret insiste là-dessus. L'ancêtre se tient sur le point de passage entre la fin de l'hiver et le premier souffle du printemps. C'est un passage, un espace où tout peut recommencer. Il se tient à l'entrée de la forêt enchantée, encadré par 2 bouleaux argentés. Ce sont des arbres très anciens, capables de repousser en premier après la glaciation, et passer entre ces 2 arbres, c'est franchir un seuil. Et une fois ce seuil franchi, il n'y a plus de retour. C'est un engagement auquel on a déjà répondu en s'y présentant. L'ancêtre porte une cape de peau de renne et de feuilles persistantes. Les rennes parcouraient jadis les vastes forêts européennes et leur migration régulière rythmait le temps pour les peuples préhistoriques. Le livret raconte que les chasseurs suivaient ces traces d'année en année et que le cerf blanc aperçu dans la forêt guidait à son tour les chemins. L'ancêtre perpétue ce rôle. Ces traces vous mènent vers un chemin plus profond, plus ancien que le langage lui-même. Selon le livret toujours, l'ancêtre est lié à la partie la plus archaïque de notre âme, celle qui reconnaît instinctivement les cycles de la nature. Il bat le tambour au rythme du cœur de la terre. Il vous accueille parce que vous êtes déjà prêt. Votre nature instinctive vous a amené ici avant que votre conscience ne le réalise. C'est un autre commencement. Une fois le portail franchi, vous entrez dans un cycle nouveau. Vous pouvez hésiter, vous pouvez craindre ce que vous ne connaissez pas, mais l'ancêtre vous accompagne. Il vous apprend à écouter votre instinct, à suivre votre élan, à reconnaître les pulsations du monde. Il va éveiller le désir de découvrir et d'expérimenter. Les mots-clés du livret résument parfaitement l'énergie de la carte. Mémoire ancienne, guide sur la voie, appel de la nature, l'esprit du monde dans le subconscient humain.
Et là où le pape du Marseille transmet une bénédiction verticale et codifiée, l'ancêtre transmet une mémoire horizontale et vivante. C'est la voix la plus ancienne qui murmure en vous « Avance, le chemin t'attend ». Je le dis souvent dans cette série, mais le tarot de la forêt enchantée a vraiment une place particulière pour moi parce que je vis entourée de nature, les arbres, les prés, les oiseaux, les animaux partout autour de la maison. Et chaque fois que je travaille avec ce tarot, j'ai l'impression que quelque chose en moi se réveille, quelque chose de très ancien, de très instinctif. Et en préparant cette carte de l'ancêtre, j'ai ressenti exactement ça. Ce petit frisson-là, ce petit mouvement intérieur qui me dit « Allez, avance !» Comme si le chemin qu'il garde, ce portail entre les deux bouleaux, c'était pas juste une image, mais une vraie invitation. C'est une sensation qui est difficile à décrire, mais pourtant que j'ai ressentie très clairement. Et c'est pour ça que j'aime autant ce jeu, parce qu'il ne parle pas seulement à l'intellect, il parle à cette part de nous qui reconnaît la nature avant même de la comprendre. Après l'ancêtre du tarot de la forêt enchantée, on quitte à regret cette clairière enneigée, ce seuil qui ressemblait presque à un appel chamanique intérieur. Il y avait dans cette carte quelque chose de très physique, de très viscéral aussi, comme si l'on marchait soi-même dans la neige en répondant à l'invitation du tambour. Et justement, en quittant cet espace, on entre dans une autre forme de sagesse, qui est moins incarnée dans la terre, mais qui est plus diffuse, qui est presque onirique, puisque d'ailleurs c'est le hiérophante du tarot des mondes oniriques. Et on va avoir l'impression ici de glisser d'un monde tribal, ancestral, profondément enraciné, vers un monde qui est plus fluide, plus évanescent, où la connaissance circule dans les branches, les feuilles, les esprits de la forêt. Donc ce hiérophante du tarot des mondes oniriques est un maître qui transmet par la sève, par le souffle et par ces petites créatures étranges qui viennent se poser sur lui comme des élèves silencieux. Alors vous voyez sur cette carte, ce hiérophante est presque insaisissable parce qu'il n'a pas vraiment de corps humain. C'est un arbre vivant, un être ancien dont le visage ridé émerge du tronc comme une mémoire sculptée par la sève. J'avoue que la première fois que j'ai observé cette carte, j'ai cherché sa tête pendant un moment. Je croyais voir un œil unique sur son front, un œil rond, posé sur une branche, et il m'a fallu m'approcher pour comprendre que ce troisième œil n'était pas le sien vraiment, mais un symbole, un éclat de conscience posé là, à la croisée des branches, comme si l'arbre lui-même portait la vision intérieure au-dessus de ses pensées. Autour de lui, rien n'est vraiment ordinaire. Les créatures qui s'approchent de lui ne sont pas des oiseaux, mais elles ressemblent davantage à des caméléons ou à des petits dragons sylvestres comme des esprits de la forêt. L'un est posé sur son pouce, minuscule, mais totalement absorbé par sa présence. Et un autre à gauche est perché sur sa main ouverte, comme un disciple silencieux. Et celui qui vole devant lui n'a pas le corps d'un oiseau. Ses ailes sont membraneuses, sa queue serpente dans l'air. Ce sont des créatures esprits. Elles viennent chercher un savoir que seuls les anciens arbres détiennent. On remarque aussi qu'il est nu. Ses pieds ne sont pas des pieds, ce sont des racines évidemment. Elles s'enfoncent dans le sol, glissant dans les fissures de la pierre jusqu'à toucher les profondeurs. Et dans cette roche, on voit d'autres esprits. Un caméléon sculpté, une spirale formée par sa queue, près de lui un soleil gravé, comme si la pierre avait gardé en mémoire l'empreinte d'un ancien rituel. Le feuillage doré éclaire toute la scène. Donc c'est pas un arbre sombre, c'est pas un arbre écrasé par l'ancienneté, mais c'est un arbre qui rayonne parce qu'il sait. Et l'or de ses feuilles suggère une connaissance vivante qui est lumineuse, qui est évidemment enracinée dans les âges, mais ouverte sur le monde. Le livret dit que ce hiérophante a des racines profondes qui s'enchevêtrent aux secrets et aux traditions des siècles. Et c'est exactement ce qu'on ressent ici. Ce personnage est une archive vivante, un être qui relie les rituels, qui relie les traditions, la mémoire de la terre et la transmission du sens. Il élucide le spirituel et va le ramener au plan terrestre. Et ça se voit, la sagesse ne descend pas d'en haut, elle monte du sol.
Dans ce tarot, le hiérophante nous invite à écouter les couches profondes de la vie, à entendre ce qui murmure sous la surface. Son enseignement est évidemment très différent de celui du pape ou du hiérophante traditionnel, puisque un petit peu comme dans le tarot de la forêt enchantée, le sacré est instinctif plutôt qu'institutionnel. Il passe par les racines, par les cycles, par tous ces petits êtres qui approchent lorsqu'ils sont prêts. Et personnellement, il est difficile de regarder cette carte sans avoir envie d'entrer plus loin dans sa forêt, comme pour la carte précédente. Elle a cette magie-là. Elle ouvre un passage qui n'est pas logique, mais qui est sensoriel. On sent qu'il y a quelque chose à apprendre, mais pas quelque chose qu'on peut apprendre dans un livre. Alors avant de passer à la carte suivante, je vous explique quand même pourquoi je prends le temps de montrer ces cartes dans d'autres jeux, parce que en fait cette séquence c'est un peu ma respiration dans le script. Ça me permet d'ouvrir mes étagères, de sortir quelques jeux que j'aime, et que je fais d'ailleurs hors format vidéo review de jeux, parce que c'est vrai que ces vidéos-là, quand je les fais, ça marche jamais très bien sur ma chaîne, soyons honnêtes. Parce qu'en fait, je fais des flashback reviews. Vous pouvez aller voir ça dans la playlist sur ma chaîne. C'est-à-dire que c'est des reviews de jeux qui sont déjà sortis depuis plusieurs années et que souvent les gens préfèrent évidemment la nouveauté. Quand ils vont voir des reviews, c'est des jeux qui viennent de sortir. Et moi, en fait, je suis toujours un petit peu à contre-courant là-dessus, donc j'aime pas vraiment... bon, j'accumule pas les jeux, en fait, je collectionne évidemment, mais j'ai pas non plus une immense collection. Et en fait, quand je les sors pour vous les présenter dans cette série, sur les arcanes majeurs et mineurs, donc la comparaison du Rider-Waite et du tarot de Marseille, ben, ça me permet d'en parler autrement. Donc j'ai quand même quelques tarots auxquels je tiens vraiment. C'est pour ça que j'aime bien en fait continuer la série sur ces vidéos et que je vous présente en général toujours les mêmes. Je change un petit peu certains quand j'en redécouvre, mais sinon, par exemple, le tarot de la forêt enchantée et celui des mondes oniriques, je vous montre en fait les cartes à chaque fois. Et en plus, il y a justement dans ces deux tarots-là, la forêt enchantée ou les mondes oniriques, j'ai pas trouvé personnellement qu'il y avait une connexion immédiate. Quand je les ai achetés, en fait, ça me parlait pas trop. Je suis pas entrée d'un coup dans ces jeux-là. J'ai tourné un peu autour, j'ai hésité. Je me suis heurtée aussi à la densité des images. Il y avait beaucoup de symboles, surtout dans celui des mondes oniriques. D'ailleurs, je prends des photos en fait de la carte, ce qui me permet de zoomer. Sinon, je n'arrive pas avec l'âge, je y vois moins bien. J'arrive pas à voir tout. Et puis, à un moment, il y a quelque chose qui cède, un regard, une symbolique, une atmosphère, et je me suis surprise à glisser dans leur monde. Et là, ça se met à foisonner de partout. On découvre qu'ils fonctionnent presque comme des portes d'accès. Et une fois qu'on est dedans, on a la sensation très étrange, mais très forte, d'avoir atteint un palier de conscience différent. Donc, après les volutes lumineuses du tarot des mondes oniriques, où on voyait ce hiérophante tel un vieux sage enraciné dans un arbre doré, on poursuit notre exploration dans un registre qui est plus intime, parce que c'est aussi ça que j'aime dans cette section, c'est traverser des univers très différents, montrer donc les jeux qui m'accompagnent depuis longtemps, je viens de vous le dire, ceux avec lesquels j'ai une relation particulière, comme je vous l'ai dit aussi parfois même difficile au début, et puis un jour quelque chose s'ouvre, et je pense que c'est d'ailleurs parce que je prends le temps de vous les présenter en détail pour cette série. Et le Darkwood Tarot, c'est pareil. C'est un tarot qui ne se laisse pas apprivoiser facilement parce que Darkwood, c'est le bois sombre. Il oblige à regarder ce qui vit dans l'ombre, dans notre ombre. Donc évidemment, c'est pas très confortable et on peut avoir un petit peu de mal à entrer dans ce tarot, à l'accepter. Mais justement, une fois qu'on a accepté de le suivre, il va révéler une profondeur incroyable, un symbolisme qui monte doucement du sous-sol psychique. Et donc, c'est avec ce tarot qu'on continue notre voyage. Et voici donc son hiérophante. Donc ici, il n'a plus rien du sage bienveillant, ni du prêtre institutionnel du Rider-Waite. Et ici, c'est de nouveau un personnage arbre, comme quoi l'arbre dans l'imaginaire collectif est la représentation du grand sage.
La carte nous montre une femme arbre, cette fois-ci, longiligne, dont le tronc se prolonge en une robe de bois qui s'enracine dans l'eau. Son corps reste humain, mais ses bras deviennent des branches et sa chevelure se disperse en ramures nues, comme si l'hiver avait dépouillé toute certitude pour ne garder que l'ossature du savoir. Elle lève la main droite dans un geste de bénédiction, un geste que l'on reconnaît tout de suite puisque c'est celui du pape du tarot de Marseille et du hiérophante du Rider-Waite. Mais ici, il n'est pas tourné vers un disciple. Vous voyez qu'elle bénit une seule chose, la petite étincelle qui danse au bout de son doigt. Le regard qu'elle pose dessus donne l'impression qu'elle écoute quelque chose, une voix minuscule, un murmure né de l'intérieur du bois. Le savoir ici se capte comme une vibration. Au sol, les racines qui s'étirent dans l'eau accueillent deux petites tortues. Elles remplacent les deux acolytes traditionnels, comme si dans ce monde-là, les élèves étaient des créatures anciennes, lentes, comme les tortues, issues du règne naturel. Une tortue comme disciple, autrement dit, la connaissance véritable demande du temps, du calme et une fidélité longue comme la mémoire de la terre. Un serpent glisse à gauche du tronc, élégamment posé, juste sous les deux clés croisées, qui ne sont pas déposées, mais qui sont gravées dans l'écorce, comme si elles faisaient partie du corps même du hiérophante. Dans le livret, il est expliqué que c'est le serpent de la Kundalini, le mouvement du pouvoir intérieur, l'énergie qui se déploie lorsque l'enseignement touche la moelle du vivant. La tortue enseigne la patience, le serpent enseigne la transformation. À droite, une pile de livres, de parchemins, de bouquins effondrés s'amoncellent. C'est tout un monde de savoirs poussiéreux, de rites, de dogmes, de traditions accumulées. C'est l'héritage extérieur, celui que l'on peut lire, que l'on peut étudier, qu'on peut imiter aussi. Et dans sa main gauche, la femme arbre tient un parchemin couvert de symboles. Un triskel à nouveau, peut-être le signe du taureau, me semble-t-il. Ce sont des portes vers l'ineffable. Non pas des mots, mais des signes qui parlent directement à la psyché. Et le livret le dit très bien, ce sont des portails ésotériques vers une connaissance qui transcende les langues. Dans cet arcane, l'enseignement n'est jamais séparé du monde naturel. Tout respire la transmission, mais c'est une transmission vivante et organique. L'arbre qui devient femme, la femme qui devient arbre, les tortues qui marchent leur lente sagesse, et le serpent qui rappelle que tout savoir doit un jour muer. Le hiérophante du Darkwood Tarot est un mentor, un chaman, un prêtre, mais surtout un passage, celui où l'étudiant rencontre une forme de connaissance qu'il savait déjà, enfouie quelque part dans sa propre mémoire profonde. Dans une lecture, cette carte parle de l'enseignement reçu ou donné, de la transmission des traditions, de la relation mentor-élève, mais elle porte aussi de l'ombre du dogme, la pression du groupe, la rigidité des croyances inculquées, l'autorité mal comprise qui impose plutôt qu'elle n'éveille. En clair, qu'as-tu réellement choisi de croire et qu'as-tu seulement absorbé parce que le groupe l'exigeait? Et inversement, que transmets-tu déjà sans t'en rendre compte? Allez, on change de nouveau radicalement d'univers après le Darkwood Tarot. On passe à l'Aquarian Tarot de David Palladini qui nous amène dans un monde dépouillé, géométrique, presque art déco, où l'archétype est raconté de façon stylisée. Et ici, le hiérophante devient une silhouette façonnée pour transmettre une idée plutôt qu'un récit. Alors la première chose qui me frappe dans cette carte, moi, c'est le visage, parce qu'il ne ressemble pas à un pape catholique ni à un prêtre traditionnel. Je le trouve jeune, lisse, presque trop humain. On dirait même un portrait photographique incrusté dans un dessin, ce qui crée une sensation un peu étrange, comme si l'auteur avait voulu brouiller la frontière entre symbole et réalité. Ce visage nous regarde avec une neutralité calme, presque distante, comme si toute l'émotion avait été retirée pour ne laisser que l'essentiel qui est la fonction. Autour de lui, on a des lignes anguleuses, minimalistes, strictes, et à la place d'une tiare papale
traditionnel, il porte une sorte de casque architecturé rouge, composé de niveaux, qui évoque pourtant les 3 étages de la tiare. Donc oui, c'est une tiare, mais qui est réinventée et dépouillée de son contexte religieux, avec le rouge qui domine, un rouge profond qui contraste avec cette expression presque figée. Sur ses épaules, il porte ce qui ressemble à une étole, mais stylisée elle aussi, géométrique, rigide, presque comme une pièce d'armure textile. Là encore, Palladini garde le symbole, mais retire le décor, le poids de la tradition, pour n'en conserver que le contour. Sa main droite est levée dans le geste de bénédiction, 2 doigts pointés vers le ciel, et la main gauche, elle, disparaît complètement, hors champ, signe que ce hiérophante n'est pas dans l'action. C'est un enseignant, et il va incarner le geste plutôt que l'action. Et le sceptre à triple barre se dresse derrière lui, posé contre son épaule, lui aussi d'un rouge éclatant. Et dans le livret qui s'appelle Psychic Tarot Book, qui est de Craig Genjulas, il est expliqué que la triple couronne de la tiare représente l'aspiration de l'esprit à s'élever, et la triple croix représente la descente du feu divin à travers les plans, comme une échelle spirituelle dont il serait le gardien. Plus bas dans le coin gauche, on retrouve les 2 clés, réduites à l'essentiel. Elles ne sont plus tenues par des acolytes, d'ailleurs il n'y a plus d'acolytes du tout. Il n'y a plus de narration, elles sont simplement posées là, comme 2 glyphes, les clés du conscient, de l'inconscient, les clés du soleil et de la lune, les clés qui ouvrent l'accès à une connaissance inspirée. Ce hiérophante-là est un médiateur silencieux, c'est une figure de transmission immobile. Le livret dit qu'il représente la voix intérieure, celle qui traduit les messages des plans supérieurs dans un langage compréhensible. Donc c'est toujours l'enseignant, le gardien d'un savoir ancien, mais aussi l'intermédiaire entre intuition et tradition. Il peut indiquer un rituel, une initiation, un enseignement, un mentor ou un système de croyances établi. Et bien sûr, il peut aussi mettre en garde, comme tous les autres, contre l'enfermement, la tendance à se piéger soi-même dans la règle, dans l'orthodoxie. À l'envers, la carte parle d'une intuition confuse, d'un guide peu fiable, d'un manque d'ancrage spirituel ou d'un mauvais conseil. C'est le hiérophante qui s'égare ou qui transmet une doctrine creuse. Mais à l'endroit, dans cette version épurée, il apparaît comme une sorte de canal, strict, froid peut-être, mais précis. Un instrument pour recevoir et transmettre ce qui vient d'au-dessus. Et c'est dans ce dépouillement, en fait, que ce hiérophante trouve toute sa force. Un symbole clair, incisif, parfaitement construit, c'est une radiographie de cet arcane. Allez, on quitte l'Aquarian Tarot pour entrer dans un autre univers que j'adore. Alors ce tarot, je l'adore. C'est ce tarot, le Pastoral Tarot, qui a ce charme particulier des choses simples avec cette atmosphère chaleureuse, rurale, presque nostalgique. Ça sent le bois, le soleil du matin, les habitudes rassurantes. Et ici, le hiérophante prend la forme la plus humble et la plus humaine qui soit, celle d'une enseignante. Et elle me rappelle mes années de prof de lycée avec un brin de nostalgie parce que c'était des années où je me suis régalée à préparer les cours, à partager mon amour de la littérature et du cinéma anglophone, sans grille de notation, sans chat GPT, sans peur d'être décapitée pour une parole mal comprise. Donc finalement, je me sentais tellement libre, une énergie du fou dans la carte du pape. Bon donc, dans cette version, le hiérophante devient la hiérophante, une maîtresse d'école, debout sur le perron d'un bâtiment parfaitement ordonné, prête à accueillir ses élèves pour une nouvelle journée. L'image est simple, mais d'une justesse symbolique remarquable. Elle porte une tenue très sage, un cardigan clair, une jupe plissée qui tombe jusqu'aux genoux et des ballerines impeccables, rien ne dépasse, c'était pas du tout ma tenue d'ailleurs, moi quand j'étais enseignante. Sa coiffure courte, ses lunettes, son maintien droit, tout évoque la rigueur, l'autorité bienveillante, la personne qui veille au bon fonctionnement du monde quotidien. C'est celle qui transmet les règles, les codes et la manière de se tenir dans la société. Dans sa main droite, elle serre plusieurs livres, des livres remplis de savoir formel, celui qu'on apprend à l'école, celui qui façonne l'esprit avant même que la vie le façonne davantage.
Dans sa main gauche, un trousseau de clés. Certes, ce sont les clés du bâtiment, mais surtout les clés symboliques de la connaissance, celles qui ouvrent un monde et qui donnent accès à une vision plus large, à une structure de pensée. Le décor en dit aussi beaucoup sur la symbolique de la carte. Tout est rangé, symétrique, rien ne dépasse, tout est maîtrisé. Cette organisation visuelle raconte les valeurs du hiérophante, l'ordre, la tradition, le cadre, l'apprentissage structuré. On a 2 pots de géranium parfaitement alignés, 2 fenêtres symétriques, une porte centrale immaculée, un perron en bois qui respire la propreté et la méthode. Comme si la carte disait, l'enseignement est aussi un lieu, une maison intérieure dans laquelle on entre et dont on franchit les marches une à une selon une méthode très aboutie. Et c'est vrai que autant cet ordre, cette structure m'ont aidé quand j'ai été élève, autant ils peuvent étouffer des potentiels chez d'autres enfants qui ont besoin de plus de liberté pour exprimer justement ce potentiel. On a un charroux étalé sur la terrasse qui apporte une touche d'humour et de quotidien parce que même dans la tradition et les règles, il y a toujours un petit peu de vie qui se glisse. Le livret raconte que cette enseignante se tient ici au lever du soleil, prête à transmettre le savoir. Les livres qu'elle porte représentent les connaissances accumulées au fil des générations. Les clés, elles, ouvrent le monde de la sagesse et de l'information et rappellent que l'apprentissage est une ascension, encore une fois. Les marches vers la porte symbolisent l'élévation que procure le savoir. À l'intérieur, dit le livret, il y a des règles, des rituels, de l'ordre, mais aussi l'inspiration, les valeurs et les expériences qui forment une vie. L'école, comme le hiérophante, est un lieu de tradition, de transmission et un pilier de la communauté. Dans une lecture, cette carte nous invite à reconnaître la place des institutions, des mentors, des structures d'apprentissage dans nos vies. Elle représente autant l'enseignement que l'autorité morale, les leaders éducatifs, religieux, sociaux ou politiques, mais aussi les guides plus discrets, ceux qui marchent simplement quelques pas devant nous et qui nous montrent la voie. C'est une carte qui dit « Ouvre-toi à la sagesse où qu'elle se trouve ». Elle peut venir d'un professeur, d'un parent, d'un ami, d'un livre ou même d'un souvenir. Et pour la dernière carte que je vous présente de ma collection, j'ai choisi le tarot mystique de Catherine Wels-Stein. Ici, l'arcane 5 prend la forme d'un conte nocturne. Une grande chouette sage perchée sur un tronc foudroyé, d'où renaissent des branches neuves, transmet son savoir à une toute petite fille assise auprès d'elle. La scène est baignée d'une lumière lunaire, presque irréelle. La lune est croissante et on dirait que la nuit elle-même veut participer à la leçon. Lumière douce, atmosphère suspendue, décor d'un rêve lucide. La chouette lit dans un livre ouvert. La petite fille écoute, concentrée, appliquée, toute minuscule à côté de cet oiseau immense qui semble tout droit sorti d'un album d'illustrations anciennes. Catherine Wels-Stein convoque cette esthétique rétro qui me fait penser aux albums de Bécassine ou les contes des années 1900 pour nous reconnecter à l'enfance, ce moment où l'apprentissage n'est jamais séparé de l'émerveillement. Et c'est précisément ce que dit le livret. Cette carte nous parle d'un appel intérieur, celui de traiter spirituellement les questions de la vie, non plus par l'autorité d'un prêtre ou d'un dogme, mais par une recherche personnelle, humble et sincère. La chouette devient le guide intérieur. Elle représente cette voix tranquille qui murmure des vérités simples mais essentielles, celles qu'on oublie quand le monde devient trop bruyant. La petite fille, c'est nous, curieux, parfois vulnérables, mais toujours capables d'apprendre, de transmettre à notre tour, de faire circuler l'expérience humaine. Le livret insiste. Tu portes en toi un trésor unique, fait d'expériences et de connaissances dont peuvent profiter les autres. Tout le monde peut apprendre de tout le monde. On quitte ici complètement l'orthodoxie. Il ne s'agit plus d'adhérer à un système, mais d'écouter ce que la vie, les autres et notre propre vécu ont à nous dire. Et le hiérophante devient un compagnon bienveillant sur le chemin. À l'endroit, on retrouve les valeurs du rituel, de la tradition, de l'apprentissage structuré, et à l'envers, la liberté, l'individualisme, l'écart
par rapport aux sentiers traditionnels. Mais derrière ces mots, ce jeu rappelle surtout ceci. La véritable sagesse est relationnelle, humble, circulaire. Une chouette qui lie à une enfant au clair de lune et le monde entier devient salle de classe. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette longue traversée du pape, du hiérophante à travers le tarot de Marseille, à travers le Rider-Waite et puis tous ces jeux qui le réinventent? Alors, on retient d'abord que c'est une carte qui parle de transmission, la transmission d'un savoir, d'une tradition, d'un cadre, mais aussi parfois de limites, de règles, d'héritage qui peuvent peser. Le hiérophante ou le pape représente tout ce qui nous a été enseigné par notre famille, par la société, par les institutions et tout ce que nous choisissons de garder ou de transformer. C'est la mémoire d'un groupe, mais c'est aussi la manière dont nous construisons notre propre voie au milieu de tout ça. Pour quelqu'un de croyant, cette carte peut évoquer la foi, le rituel, une communauté spirituelle. Pour moi, par exemple, c'est un petit peu différent. Je n'ai pas été élevée dans une religion, même si je suis baptisée. Je n'ai pas grandi dans un cadre dogmatique. Et pendant longtemps, cette carte ne me parlait pas vraiment. Puis j'ai réalisé qu'elle pouvait aussi représenter autre chose. Ce geste très simple de transmettre un savoir, de guider, d'enseigner. Et j'ai été professeur pendant des années. J'ai accompagné des centaines d'élèves. Et c'est finalement à travers cette expérience-là que je comprends le mieux le pape et le hiérophante. Pour moi, c'est un passeur, quelqu'un qui prend ce qu'il sait, ce qu'il a vécu et qui le met à la disposition des autres. Et ça me touche profondément. Chaque version que nous avons explorée raconte la même idée sous des formes différentes. L'ancêtre de la forêt enchantée, le maître arbre du Darkwood Tarot, l'instit du Pastoral Tarot, la chouette sage du Tarot mystique. Ce sont autant de façons de dire qu'il y a en chacun de nous un morceau de savoir à partager, un geste d'accompagnement, une parole qui peut aider quelqu'un à avancer. Alors, si cette carte apparaît dans vos tirages, peut-être qu'elle vous demande simplement de vous rappeler que vous aussi, vous faites partie de cette chaîne-là, que vous avez aussi quelque chose à transmettre, ou qu'il est temps d'écouter, d'apprendre, de vous laisser guider par quelqu'un qui sait éclairer un morceau de chemin. Alors, si vous avez aimé cette exploration, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Vous aurez un article Substack dédié à cette carte, à cette vidéo qui va bientôt arriver avec des analyses complémentaires, quelques réflexions personnelles. Et puis la prochaine vidéo, ce sera probablement l'amoureux ou peut-être un petit tuto entre-temps. On verra bien. Personnellement, je refuse de suivre les dogmes de YouTube et surtout, je fais avec le temps que j'ai. Donc, je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.